Ce message est arrivé un mardi soir de novembre. 10 mots. 10 mots qui ont tout changé. Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. J'ai relu 3 fois. Puis, j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine. Et j'ai souri. Un sourire étrange. Celui qu'on a quand on vient de comprendre quelque chose d'essentiel. Mon fils ne savait pas encore ce qui allait se passer le lendemain matin. Il ne savait pas que ce message allait changer nos vies pour toujours. Je m'appelle Hermine de Valcroix. J'ai 60 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant des mois, jusqu'à ce soir. Tout a commencé bien avant ce message, bien avant que mon fils Elphège ne devienne cet homme que je ne reconnais plus. Il y a eu des signes, des petites fissures que j'ai ignorées, comme on ignore une fuite d'eau jusqu'au jour où le plafond s'effondre. Mais ce soir-là, dans ma cuisine, avec ce message froid sur l'écran de mon téléphone, j'ai compris que le moment était venu, le moment de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment une mère qui a tout donné s'est retrouvée à recevoir 10 mots glacés de son fils unique. Et surtout, comment j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Mon appartement se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, rue de la Pompe. 3 pièces élégantes avec vue sur les toits. Je l'ai acheté il y a 35 ans, quand mon mari était encore vivant. C'était notre premier grand investissement. Les murs gardent encore la mémoire de nos rires, de nos projets, de nos espoirs. Mon mari, Philippe, est décédé il y a 12 ans. Cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et sa mort. Elphège avait 23 ans à l'époque. Il venait de terminer ses études à Sciences Po. Je me souviens de l'enterrement. Mon fils portait le costume anthracite de son père. Il tenait ma main si fort que j'avais mal aux doigts. Ce jour-là, il m'a murmuré « Je serai toujours là pour toi, maman. Toujours. » J'y ai cru. Pendant des années, j'y ai cru. Après la mort de Philippe, je me suis retrouvée seule avec un patrimoine conséquent. Mon mari était architecte. Moi, j'avais travaillé comme conservatrice au musée d'Orsay jusqu'à ma retraite anticipée, il y a 5 ans. Nous avions bien vécu. Nous avions construit une sécurité financière solide, 3 appartements en location, des placements, une assurance vie. Et surtout, la maison familiale à Fontainebleau, celle où Elphège avait grandi, avec son grand jardin et ses rosiers que je taillais chaque printemps. J'ai vendu cette maison en 2018. Trop de souvenirs, trop de silence. J'ai gardé l'appartement parisien et j'ai placé le reste pour Elphège, pour son avenir, pour qu'il puisse construire sa vie sans se soucier de l'argent. C'est drôle, non? On construit pour nos enfants, on économise, on se prive parfois. Et puis un jour, on reçoit un message de 10 mots. Mais revenons à ce mardi soir, à ce moment précis où tout a basculé. J'étais assise dans ma cuisine, la petite cuisine jaune pâle avec ses carreaux de faïence portugais que Philippe avait rapportés d'un voyage à Lisbonne. Mon téléphone vibrait encore dans ma main. Je regardais l'écran, le message de mon fils. Ces mots qui brillaient dans la pénombre comme des éclats de verre. « Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. » Aucune formule de politesse. Aucun « je t'embrasse ». Aucun « désolé ». Juste cette phrase sèche, cette déclaration d'indépendance brutale, cette rupture unilatérale d'un contrat que je n'avais jamais demandé à signer. Je me suis levée, j'ai fait chauffer de l'eau pour un thé. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de chagrin, pas encore. Juste une sorte de lucidité froide qui montait en moi comme une marée. J'ai pensé à ma vieille amie Marguerite, décédée l'année dernière dans une maison de retraite médicalisée. Elle avait 87 ans. Ses 2 filles ne venaient jamais la voir. Elle me disait « On élève nos enfants pour qu'ils nous quittent, Hermine, mais on ne s'attend jamais à ce qu'ils nous abandonnent. Je n'attendais pas qu'Elphège s'occupe de moi. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas dépendante. Je vais bien. J'ai mes amis, mes expositions, mes voyages. Je marche 3 kilomètres tous les matins dans le bois de Boulogne. Je fais du yoga 2 fois par semaine. Je lis, je cuisine, je reçois, je vis. Mais ce message n'était pas une simple clarification. C'était un avertissement, un rejet préventif. Comme si mon fils avait voulu poser une frontière avant même que je ne l'approche. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette violence soudaine? La réponse tenait en un prénom, Joannelle. Joannelle, sa nouvelle compagne, celle qu'il avait épousée 6 mois plus tôt, en mai 2024, dans une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement. J'étais là, j'avais mis ma plus belle robe, j'avais souri sur les photos, j'avais offert un chèque généreux. Et j'avais senti, dès ce jour-là, que quelque chose avait changé dans le regard de mon fils, Joannelle. 32 ans, chef de projet dans une start-up, dynamique, ambitieuse, jolie, je dois l'admettre, mais froide, d'une froideur calculée qui se cachait derrière des sourires professionnels et des phrases creuses. Depuis leur mariage, Elphège s'était éloigné. Les appels s'étaient espacés. Les déjeuners du dimanche avaient disparu. Les occasions manquées s'étaient démultipliées.
Mon anniversaire en mars, Noël l'année dernière, Pâques. À chaque fois, une excuse, le travail, un voyage, une obligation. Et puis, il y avait eu cette phrase de Joannelle, prononcée lors d'un dîner 3 mois avant le mariage. Nous étions chez eux, dans leur nouvel appartement du 11e arrondissement. Un 3 pièces lumineux qu'ils venaient d'acheter. Enfin, qu'Elphège venait d'acheter. Avec mon aide, j'avais versé 150 000 € pour l'apport, pour qu'ils puissent démarrer leur vie ensemble dans de bonnes conditions. Ce soir-là, Joannelle avait dit, en servant le dessert, « Vous savez, Hermine, Elphège et moi, on tient à notre indépendance. On ne veut dépendre de personne, et on ne veut pas que les gens dépendent de nous non plus. » Elle avait dit ça avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elphège avait baissé la tête, il n'avait rien dit. Il avait juste bu une gorgée de vin. J'aurais dû comprendre à ce moment-là, mais on refuse toujours de voir ce qui fait mal. Alors ce mardi soir, quand j'ai reçu ce message, j'ai tout compris. Ce n'était pas mon fils qui parlait, c'était Joannelle, à travers lui, avec ses mots, avec sa froideur. Mon thé refroidissait dans ma tasse. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit de novembre. J'ai pensé à Téline, l'ex-femme d'Elphège, celle qu'il avait épousée à 26 ans, celle qu'il avait quittée 4 ans plus tard, en 2021, sans vraiment d'explication. Un divorce à l'amiable, pas d'enfant, une séparation propre, trop propre peut-être, mais Téline était restée, pas dans la vie d'Elphège, dans la mienne. Elle m'appelait toutes les semaines, elle passait prendre le café le samedi matin, elle m'accompagnait chez le médecin quand j'avais un rendez-vous important, elle m'aidait pour les papiers administratifs compliqués. Elle se souvenait de mon anniversaire. Elle m'envoyait des photos de ses voyages avec de petits mots affectueux. Téline était devenue la fille que je n'avais jamais eue, pas par obligation, par affection, par ce lien étrange qui naît parfois entre 2 femmes qui ont aimé le même homme et qui ont compris qu'elles méritaient mieux. J'ai repensé à notre conversation de la semaine précédente. Nous étions dans un café de Montparnasse. Elle m'avait raconté son nouveau projet professionnel. Elle voulait ouvrir une petite librairie spécialisée dans les livres d'art. Son rêve depuis toujours. Mais elle n'avait pas les fonds. Les banques refusèrent de lui prêter. Elle avait 38 ans, pas d'enfants, pas de patrimoine, juste un rêve et beaucoup de détermination. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché le numéro de Maître Fontaine, mon notaire. J'ai envoyé un email, court, précis. « Cher maître, je souhaite modifier mon testament. Pouvons-nous nous voir cette semaine? C'est urgent. » Puis j'ai appelé ma banque. Le service client était fermé. J'ai laissé un message sur le répondeur. « Bonjour, ici Madame de Valcroix. Je souhaite annuler le virement automatique mensuel vers le compte de mon fils, celui qui couvre sa mensualité de prêt immobilier. Pouvez-vous me rappeler demain matin à la 1e heure? Merci. » J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la liberté. J'ai regardé une dernière fois le message de mon fils sur mon téléphone. « Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. » J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. « D'accord, mon fils, » ai-je murmuré dans le silence de ma cuisine. « D'accord, vis ta vie, et moi, je vais vivre la mienne. » Je ne savais pas encore que le lendemain matin, à 8h35 précise, Elphège allait sonner à ma porte, le visage défait, les mains tremblantes, les yeux rouges. Je ne savais pas encore qu'il allait me supplier. Je ne savais pas encore que tout allait exploser. Mais en cet instant, dans ma petite cuisine jaune pâle, j'ai eu un pressentiment, une intuition. Celle qu'on a parfois quand on vient de reprendre le contrôle de sa vie. La vie allait lui apprendre ce que je n'avais jamais pu lui enseigner. On ne rejette pas ceux qui nous ont tout donné, pas sans conséquence. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qui restent intacts, malgré les années. Des images si nettes qu'on pourrait presque les toucher. Ce matin-là, assise dans ma cuisine avec une tasse de café encore fumante, j'ai laissé ma mémoire revenir en arrière, vers les jours où tout était simple, où mon fils me regardait comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Elphège est né un matin de mars 1989. Il pleuvait sur Paris, une pluie fine de printemps qui faisait briller les pavés. Philippe était tellement ému qu'il a failli s'évanouir dans la salle d'accouchement. L'infirmière a dû lui apporter une chaise. Moi, j'ai ri, même épuisé, même vidé. J'ai ri en voyant cet homme grand et fort devenir tout pâle devant un bébé de 3 kg 200 grammes. Nous l'avons appelé Elphège, un prénom rare. Un prénom qui venait de l'arrière-grand-père de Philippe. Un homme sage, m'avait-on raconté. Un homme de principe. Les premières années ont été magiques.
Notre appartement résonnait de rires d'enfants. Elphège avait une passion pour les livres. Dès l'âge de 3 ans, il s'asseyait dans le grand fauteuil du salon, un album sur les genoux, et il inventait des histoires en regardant les images. Philippe disait « Ce garçon ira loin. Regarde comme il réfléchit. » Nous l'avons inscrit à l'école du quartier. Une bonne école. Il excellait en tout. Français, mathématiques, histoire. Ses professeurs nous convoquaient pour nous dire à quel point il était brillant. Je me souviens de ces réunions parents-professeurs. Je rentrais le cœur gonflé de fierté. Philippe serrait ma main dans la voiture et murmurait « Nous avons fait du bon travail, ma chérie. » Les dimanches, nous allions nous promener dans le jardin du Luxembourg. Elphège courait devant nous, son manteau bleu marine flottant derrière lui. Il s'arrêtait devant le bassin octogonal pour regarder les enfants faire naviguer leur petit bateau à voile. Philippe lui en achetait toujours un bateau blanc avec une voile rouge. Elphège le posait délicatement sur l'eau et restait là, immobile, à le suivre des yeux. Un jour, il devait avoir 7 ans. Son bateau a chaviré. Il est resté figé au bord du bassin, les larmes aux yeux, incapable de parler. Philippe a retroussé ses manches, a plongé le bras dans l'eau glacée et a repêché le petit bateau. Elphège l'a serré contre lui, comme si c'était un trésor. Ce soir-là, en rentrant, il a dit « Papa, tu es le meilleur papa du monde. » J'ai ce souvenir gravé dans mon cœur, cette image d'un père et son fils, cette complicité qui semblait indestructible. Notre maison à Fontainebleau, celle que j'ai vendue il y a 7 ans, était notre refuge. Une grande bâtisse en pierre avec des volets verts. Nous l'avions achetée en 1995, quand Elphège avait 6 ans. Le jardin s'étendait sur 800 mètres carrés. Philippe avait installé une balançoire sous le grand chêne. Elphège passait des heures à se balancer, les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil. Je cultivais mes rosiers, des roses anciennes, des variétés rares que je commandais dans des pépinières spécialisées. Pierre de Ronsard, Madame Alfred Carrière, Félicité et Perpétue. Philippe se moquait gentiment de moi. « Tu passes plus de temps avec tes roses qu'avec moi. » Mais il adorait rentrer du travail et me trouver dans le jardin, les mains pleines de terre, un chapeau de paille sur la tête. Elphège m'aidait parfois. Il tenait le tuyau d'arrosage pendant que je taillais. Il écoutait mes explications sur les variétés, les greffes, les saisons de floraison. Il ne semblait pas toujours intéressé, mais il restait là, près de moi. Et parfois il disait « Quand je serai grand, j'aurai un jardin comme toi, maman. » Les étés étaient nos moments préférés. Nous recevions des amis, des grandes tablées sous le tilleul. Philippe faisait griller des côtelettes d'agneau. Moi, je préparais des salades, des gratins de légumes du potager, des tartes aux fruits. Elphège jouait avec les enfants de nos amis, des courses folles entre les arbres, des rires qui montaient dans l'air chaud de juillet. Le soir, quand tout le monde était parti, nous restions tous les 3 sur la terrasse. Philippe fumait un cigare. Moi, je buvais une tisane à la verveine. Elphège s'endormait sur le transat, la tête sur mes genoux. Je caressais ses cheveux. Il avait les mêmes cheveux châtains que son père, épais, légèrement bouclés, des cheveux de petit garçon qui sentèrent le soleil et l'herbe fraîche. Philippe me regardait et disait « Nous sommes chanceux, Hermine. Nous avons tout. » Il avait raison. Nous avions tout. Puis Elphège est entré au lycée Louis-le-Grand, un lycée d'excellence. Il a commencé à changer. Pas brutalement, pas d'un coup, mais petit à petit. Il passait de plus en plus de temps dans sa chambre. Il étudiait tard le soir. Il voulait intégrer Sciences Po. C'était son objectif, son rêve. Nous l'avons soutenu. Philippe l'aidait en histoire, moi en littérature. Nous étions fiers de voir notre fils travailler avec autant de détermination. Mais parfois, je le trouvais tendu. Nerveux, il s'énervait pour un rien. Il claquait les portes. Il ne voulait plus venir au dîner de famille. Philippe disait « C'est l'adolescence, ça passera ». Ça n'est jamais vraiment passé. Elphège a eu son baccalauréat avec mention très bien. Il a été admis à Sciences Po. Nous avons organisé une fête dans le jardin de Fontainebleau. Ses amis étaient eux là, nos amis aussi. Il y avait de la musique, du champagne, des rires. Elphège portait une chemise blanche. Il était beau. Il ressemblait tellement à son père. Ce soir-là, il m'a pris à part. Nous étions près des rosiers. Il m'a embrassé sur la joue et a murmuré « Merci maman, pour tout ». J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pensé « Il va réussir, il va devenir quelqu'un de bien ». Nous avons fait ce qu'il fallait. Puis sont venues les années d'études. Elphège habitait une chambre de bonne que nous avions achetée pour lui dans le 5e arrondissement. Un petit studio sous les toits. Juste assez grand pour un lit, un bureau et une kitchenette. Il venait déjeuner à la maison tous les dimanches. Il nous racontait ses cours, ses projets, ses ambitions. Il voulait travailler dans la finance internationale, gagner beaucoup d'argent, réussir. Philippe l'écoutait avec attention. Il posait des questions,
Il donnait des conseils. Moi, je les regardais tous les deux. Mon mari et mon fils, deux hommes que j'aimais plus que tout au monde. Puis Philippe est tombé malade. C'était en mars 2012. Il est rentré du travail un soir, le visage gris. Il avait mal au ventre depuis plusieurs semaines. Il ne voulait pas consulter. Ce n'est rien, Hermine. Juste un peu de stress. Mais ce soir-là, la douleur était trop forte. Je l'ai conduit aux urgences. Le diagnostic est tombé 3 jours plus tard. Cancer du pancréas, stade avancé, métastases au foie. Le médecin nous a parlé de chimio, de traitement palliatif, d'espérance de vie. 6 mois, peut-être moins. Je me souviens de ce moment. Dans le bureau du médecin, Philippe tenait ma main. Il ne pleurait pas. Il était calme, d'un calme effrayant. Il a demandé « Et mon fils ? Il termine ses études cette année. Je voudrais le voir diplômé. » Le médecin a hoché la tête. « Nous allons faire tout notre possible. » Philippe a tenu jusqu'en juillet, jusqu'à la remise des diplômes. Il était là, dans le grand amphithéâtre de Sciences Po, amaigri, pâle, mais debout. Il a vu Elfège recevoir son diplôme. Il a applaudi. Il avait les larmes aux yeux. Ce soir-là, de retour à la maison, Philippe s'est effondré. Nous l'avons hospitalisé. Il ne voulait plus de traitement. Il voulait juste rentrer, mourir chez lui, dans notre lit, près de moi. Elfège est venu tous les jours pendant ces dernières semaines. Il s'asseyait au chevet de son père. Il parlait. Parfois, Philippe s'endormait au milieu d'une phrase. Elfège restait là, à le regarder respirer. Je leur apportais du thé. Je m'asseyais avec eux. Nous ne disions rien. Il n'y avait rien à dire. Philippe est mort un matin d'août 2013. Il faisait beau. Les fenêtres étaient ouvertes. On entendait les oiseaux dans le jardin. Il a ouvert les yeux une dernière fois. Il m'a regardé. Il a souri. Puis il est parti. Elfège était là. Il a pris la main de son père. Il a pleuré. Des sanglots profonds qui venaient de son ventre. Je l'ai serré dans mes bras. Mon petit garçon de 23 ans qui venait de perdre son père. Aux funérailles, Elfège a prononcé l'éloge funèbre. Sa voix tremblait. Il a parlé de l'homme que son père avait été, de son intégrité, de sa générosité, de son amour pour nous. À la fin, il a dit « Papa, tu m'as appris ce qu'est un homme. Je ne te décevrai pas. » J'ai cru à ces mots. Pendant des années, j'y ai cru. Après l'enterrement, Elfège est resté vivre avec moi pendant quelques mois. Il ne voulait pas que je sois seule. Il dormait dans son ancienne chambre. Le matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Je lui faisais des tartines beurrées avec de la confiture de fraises maison. Comme quand il était petit. Il buvait son café en lisant le journal. Parfois, il levait les yeux et disait « Ça va, maman ?» Je mentais. Je disais « Oui, ça va. » Mais ça n'allait pas. La maison était trop grande, trop vide. Le silence de Philippe était partout. Dans son fauteuil, dans son bureau, dans notre lit. Puis Elfège a trouvé un emploi dans une banque d'affaires. Un bon poste, un bon salaire. Il a repris son studio dans le 5e. Il m'appelait tous les soirs. Il passait le dimanche. Il m'emmenait au restaurant. Il s'inquiétait pour moi. Un jour, il m'a dit « Maman, tu devrais vendre la maison de Fontainebleau. C'est trop lourd pour toi, trop de souvenirs. » Il avait raison. J'ai mis la maison en vente en 2017. Elle s'est vendue rapidement. 480 000 €. J'ai gardé l'appartement parisien et j'ai placé le reste. Pour Elfège, pour son avenir. C'est à cette époque qu'il a rencontré Téline. Elle travaillait dans la même banque que lui. Une jeune femme douce, cultivée. Elle aimait les livres, l'art, les musées. Nous nous sommes vus pour la première fois dans un café près de l'opéra. Elle était timide. Elle rougissait en parlant. Je l'ai trouvée charmante. Elfège était amoureux. Je le voyais dans ses yeux. Dans sa façon de la regarder. Dans sa façon de prononcer son prénom. Ils se sont mariés en juin 2015. Une cérémonie simple à la mairie du 9e arrondissement. Puis un déjeuner dans un restaurant de Montmartre. Une trentaine d'invités. Téline portait une robe blanche, toute simple. Elle était radieuse. Elfège aussi. J'ai dansé avec mon fils ce jour-là. Une valse. Comme à son baptême, quand Philippe l'avait porté dans ses bras et qu'ils avaient tourné ensemble dans le salon. Elfège me tenait fermement. Il me guidait avec assurance. À un moment, il m'a murmuré « Je suis heureux, maman. Vraiment heureux. » J'ai souri. « C'est tout ce que je veux pour toi, mon chéri. » Les premières années de leur mariage ont été belles. Ils habitaient un 2 pièces dans le 11e arrondissement. Un appartement lumineux avec un petit balcon. Téline avait des plantes partout. Des géraniums, des lavandes, des herbes aromatiques. Elle disait « J'ai grandi en Normandie. J'ai besoin de verre autour de moi. » Nous déjeunions ensemble une fois par mois. Téline et moi, sans Elfège. Juste nous deux. Elle me parlait de son travail, de ses lectures, de ses projets. Elle rêvait d'ouvrir une librairie. Une vraie librairie à l'ancienne. Avec des fauteuils pour que les clients puissent lire. Du thé, de la musique douce. Je l'écoutais avec plaisir.
Elle me rappelait la jeune femme que j'avais été, pleine de rêves, pleine d'espoir. Puis quelque chose s'est brisé. Je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais un jour, Elphège est venu me voir, seul. C'était en janvier 2021. Il était tendu. Il tournait en rond dans mon salon. Il regardait par la fenêtre sans vraiment voir. Finalement, il a dit « Téline et moi, on va divorcer ». Je suis resté sans voix. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il a haussé les épaules. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On veut des choses différentes. C'est mieux comme ça. Des choses différentes? Lesquelles? Il n'a pas répondu. Il a juste dit « Ne t'inquiète pas, maman. Ça se passe bien. On est d'accord. Pas de dispute. Pas de drame. » Le divorce a été prononcé en juin 2021. 4 ans de mariage. Terminé. J'ai appelé Téline. Elle pleurait au téléphone. Elle ne comprenait pas. Elle disait « Il est parti, Hermine. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. » Comme ça, sans explication. J'ai continué à la voir. Elphège me l'a reproché. « Pourquoi tu restes en contact avec elle? Ce n'est plus ta belle-fille. » J'ai répondu « Elle est mon amie. » Il n'a rien dit, mais j'ai senti qu'il désapprouvait. Quelques mois plus tard, Elphège m'a annoncé qu'il voyait quelqu'un. Joannelle. Une femme énergique, m'a-t-il dit. Quelqu'un qui le poussait à avancer, qui croyait en lui. Nous nous sommes rencontrés en novembre 2022, dans un restaurant chic du 8e arrondissement. Joannelle est arrivée en retard. Elle portait un tailleur noir, strict. Elle avait les cheveux tirés en chignon. Elle m'a serré la main avec fermeté. « Enchantée, Hermine. Elphège m'a beaucoup parlé de vous. » Tout le dîner, elle a parlé d'elle, de sa carrière, de ses objectifs, de son ambition. Elle voulait devenir directrice dans sa start-up avant 35 ans. Elle voulait acheter un appartement plus grand. Elle voulait voyager. Elle voulait réussir. Elphège la regardait avec admiration, comme s'il avait trouvé quelque chose qui lui manquait depuis toujours. Moi, je souriais, je hochais la tête, mais au fond de moi, j'avais froid. Ils se sont mariés en mai 2024, mairie du 7e arrondissement. Une cérémonie courte, pas de grande fête, juste un cocktail dans un bar branché de Saint-Germain. Une 50aine d'invités, des collègues, des amis, peu de famille. J'ai offert 150 000 € pour l'apport de leur nouvel appartement. Un 3 pièces dans le 11e, 70 mètres carrés. Ils ont signé le prêt en juin. 700 000 € à rembourser sur 25 ans. 3 000 € par mois. Elphège gagnait bien sa vie, mais avec le prêt, c'était juste. Alors j'ai proposé de payer la mensualité. 3 000 € par mois. Virement automatique, pour les aider à démarrer, pour qu'ils puissent profiter de leur vie de jeunes mariés. Joannelle a accepté sans un merci. Elphège a juste dit « C'est gentil, maman. » Gentil. Le mot est resté coincé dans ma gorge pendant des jours. Puis les choses ont changé. Rapidement. Les appels se sont espacés. Les déjeuners ont été annulés. Mon anniversaire en mars 2024 a été oublié. Noël 2023 aussi. Et puis, ce message, ce mardi soir de novembre. « Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. » Assise dans ma cuisine ce matin-là, après avoir envoyé mes emails au notaire et à la banque, j'ai compris une chose. Les souvenirs sont comme mes rosiers de Fontainebleau. Ils sont beaux, ils sentent bon. Mais si on ne les taille pas au bon moment, ils deviennent sauvages. Ils envahissent tout. Ils étouffent. Il était temps de tailler. Il était temps de reprendre ma vie. Le mercredi matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit inhabituelle, comme si ce message de mon fils avait agi comme un électrochoc. J'ai ouvert les yeux à 6 heures. La lumière de novembre filtrait à travers les rideaux de ma chambre. Une lumière grise, douce, qui donnait aux meubles des contours flous. Je suis restée un moment immobile dans mon lit. J'écoutais Paris qui se réveillait, le bruit lointain des voitures sur l'avenue, les pas dans l'escalier, une porte qui claque, la vie qui continue, indifférente à nos petits drames personnels. J'ai repensé à la première fois où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, la première fissure, si légère qu'on pouvait presque l'ignorer. Mais les fissures, même minuscules, finissent toujours par s'élargir. C'était il y a 3 ans, en février 2022, un dimanche après-midi. Elphège venait de rencontrer Joannelle. Ils se fréquentaient depuis quelques semaines seulement. Il m'en avait parlé au téléphone avec une excitation dans la voix que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. Elle est différente, maman. Elle sait ce qu'elle veut. Elle me pousse à donner le meilleur de moi-même. Ce dimanche-là, il devait venir déjeuner chez moi, comme il le faisait presque tous les dimanches depuis des années. J'avais préparé un poulet rôti, son plat préféré, avec des pommes de terre fondantes et une salade d'endives aux noix. J'avais acheté une tarte aux pommes chez mon pâtissier, celle qu'il aimait tant. La table était mise. 2 assiettes, 2 verres, une bouteille de Bordeaux que Philippe avait mise en cave 10 ans plus tôt. J'attendais. 13 heures. Pas d'Elphège. 13h30. Toujours personne. Je l'ai appelé.
Ça sonnait dans le vide. J'ai laissé un message. Mon chéri, tu arrives bientôt? Le poulet est prêt. Pas de réponse. 14 heures. Le poulet refroidissait dans le four. J'ai éteint. J'ai couvert le plat avec du papier aluminium. J'ai rangé la table. J'ai bu un verre d'eau. J'ai attendu encore. 15 heures. Mon téléphone a vibré. Un message. Désolé maman. Imprévu. Je ne peux pas venir. Bon dimanche. Voilà. 5 mots. Pas d'explication. Pas d'excuse véritable. Juste ces 5 mots secs. J'ai relu le message plusieurs fois. J'essayais de comprendre. Un imprévu? Quel genre d'imprévu? Il allait bien? Il avait eu un problème? J'ai rappelé. Cette fois, il a décroché. Oui maman, tu vas bien? Tu as eu un problème? Non, non, tout va bien. C'est juste que Joannelle avait envie qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. On est allé se promener au parc Monceau. Silence. Un long silence pendant lequel j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de minuscule, presque imperceptible. Tu aurais pu me prévenir plus tôt. J'avais préparé. Je sais, désolé. Ça s'est décidé au dernier moment. Au dernier moment? Oui. Bon maman, je dois y aller. On se rappelle cette semaine. Bisous. Il a raccroché. Je suis restée debout au milieu de mon salon. Le téléphone dans la main, le poulet refroidi dans la cuisine, la table vide devant moi. J'ai pensé, ce n'est rien. Il est amoureux. C'est normal. Il a le droit d'avoir sa vie. Mais quelque chose en moi savait. Quelque chose en moi avait compris que ce dimanche marquait un changement, un basculement. Les semaines suivantes ont confirmé mon intuition. Elfège ne venait plus aussi régulièrement. Une fois sur deux, il annulait. Toujours au dernier moment. Toujours avec une excuse vague. Un brunch avec Joannelle. Un rendez-vous professionnel. Un voyage improvisé. Puis il a commencé à espacer les appels. Avant, il m'appelait tous les soirs, ou presque, juste pour prendre des nouvelles, pour me raconter sa journée, pour entendre ma voix. C'était devenu un rituel depuis la mort de Philippe, notre façon à nous de rester connectés. Mais après sa rencontre avec Joannelle, les appels sont passés à 2 fois par semaine, puis 1 fois, puis plus du tout. C'était moi qui appelais. Et souvent, il ne décrochait pas. Il me rappelait plus tard, parfois le lendemain, avec cette phrase qui revenait comme un leitmotiv. « Désolé maman, j'étais occupée. » Occupée. Un jour, c'était en avril 2022, je l'ai invité à dîner. Je voulais rencontrer Joannelle, faire connaissance. Voir qui était cette femme qui prenait tant de place dans la vie de mon fils. Il a accepté. Ils sont venus un vendredi soir. Joannelle portait un jean noir et un chemisier blanc. Des vêtements simples mais chers. On voyait la qualité du tissu. Les coutures parfaites. Elle avait des boucles d'oreilles en or. Discrète mais élégante. Elle est entrée dans mon appartement comme si elle entrait dans un lieu public. Sans émotion particulière. Elle a regardé autour d'elle avec un œil critique. J'ai vu son regard s'attarder sur les meubles, sur les tableaux, sur les objets, comme si elle évaluait, comme si elle calculait. « Vous avez un bel appartement, Hermine. » Elle ne disait pas « Madame de Valcroix ». Elle m'appelait par mon prénom, d'emblée, sans demander, avec une familiarité qui m'a dérangée. Nous nous sommes installés dans le salon. Elfège a servi l'apéritif, du champagne. J'avais acheté une bouteille de Veuve Clicquot. Joannelle a pris son verre sans un merci. Elle a bu une gorgée et a dit « C'est bon, un peu sucré pour moi, mais bon ». Le dîner a été étrange. Joannelle monopolisait la conversation. Elle parlait de son travail, de sa start-up, des levées de fonds, des stratégies de développement. Elle utilisait des mots en anglais. Business model, growth hacking, pitch deck. Des mots que je ne comprenais pas toujours. Elfège l'écoutait avec attention. Il acquiesçait, il souriait, il semblait fasciné. Moi, je servais le plat. Je remplissais les verres, je posais des questions polies, mais je me sentais invisible, comme une domestique, dans ma propre maison. À un moment, j'ai essayé de ramener la conversation vers quelque chose de plus personnel. J'ai demandé à Joannelle d'où elle venait, si elle avait des frères et sœurs, si ses parents vivaient à Paris. Elle a répondu avec des phrases courtes, sèches. Elle venait de Lyon, fille unique. Ses parents étaient divorcés. Son père vivait à Marseille, sa mère à Bordeaux. Elle ne les voyait pas souvent. La famille, ce n'est pas vraiment ma priorité, a-t-elle dit en coupant un morceau de viande. J'ai senti un frisson me parcourir. Elfège n'a rien dit. Il a juste bu une gorgée de vin. Après le dessert, nous sommes passés au salon pour le café. Joannelle s'est installée dans le fauteuil de Philippe. Mon fauteuil, celui que personne ne prenait jamais, celui où je m'asseyais le soir pour lire. Elle a croisé les jambes et a regardé autour d'elle. « Vous vivez seule ici ?»« Oui, depuis que mon mari est décédé. Ça doit être grand pour une personne seule. Vous n'avez jamais pensé à vendre, à prendre quelque chose de plus petit, plus pratique ?» J'ai été prise au dépourvu. « Non, je suis bien ici. C'est ma maison. » Elle a hoché la tête. « Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup d'entretien, beaucoup de charges.
Elphège a toussé. Joannelle, maman fait ce qu'elle veut. Elle a levé les mains en riant. Bien sûr, je dis juste que c'est dommage de garder autant de mètres carrés quand on est seul. C'est un peu du gaspillage, non? Du gaspillage. Ce mot est resté suspendu dans l'air. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis Joannelle a regardé sa montre. Oh, il est déjà 22 heures. On devrait y aller, Elphège. Demain matin, j'ai une réunion importante. Ils sont partis rapidement. Elphège m'a embrassé sur la joue. Merci, maman. C'était très bon. Joannelle m'a serré la main. Merci pour ce dîner, Hermine. On se revoit bientôt. La porte s'est refermée. Je suis restée debout dans mon entrée. Je regardais les assiettes sales sur la table, les verres à moitié pleins, les miettes sur la nappe. J'ai pensé à ce mot. Gaspillage. Je vivais dans un gaspillage. Mon appartement était un gaspillage. Ma vie était un gaspillage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tournais et retournais dans mon lit. Je repensais à ce dîner, à cette femme assise dans le fauteuil de Philippe, à son regard qui évaluait tout, à ses mots qui blessaient sans en avoir l'air. Le lendemain matin, j'ai appelé Téline. Nous ne nous étions pas parlé depuis plusieurs semaines. Elle a décroché tout de suite. « Hermine, quelle bonne surprise !» Sa voix était chaude, sincère. J'ai senti les larmes monter. « Téline, tu es libre pour un café ?»« Bien sûr, quand tu veux. » Nous nous sommes retrouvés 1 heure plus tard dans notre café habituel à Montparnasse, la petite terrasse couverte où nous aimions nous asseoir. Téline portait un pull bleu marine. Elle avait les cheveux plus longs que dans mon souvenir. Elle souriait. Elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps, comme si elle sentait que j'en avais besoin. Nous nous sommes assises. J'ai commandé un thé. Elle, un café crème. Et j'ai tout raconté. Le dîner, Joannelle, ses remarques, son attitude. Ce sentiment d'être jugée dans ma propre maison. Téline m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main. « Hermine, je suis désolée. Vraiment désolée. »« Pourquoi es-tu désolée ? Ce n'est pas ta faute. Je suis désolée parce que je reconnais ce que tu décris, cette façon de tout évaluer, de tout calculer. C'est exactement ce que j'ai vécu avec Elphège vers la fin de notre mariage. Je l'ai regardée, surprise. « Que veux-tu dire ?» Elle a soupiré. Les derniers mois avant notre divorce, Elphège avait changé. Il était devenu obsédé par l'argent, par la réussite, par l'image qu'il renvoyait. Il comparait sans arrêt notre appartement à ceux de ses collègues, nos vacances à celles des autres, notre mode de vie au leur. Je ne savais pas. Je ne t'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas te charger. Tu es sa mère. Ce n'était pas à toi de porter ça. Mais pourquoi a-t-il changé comme ça ? Téline a haussé les épaules. Son travail peut-être, cette banque, cet univers où tout se mesure en chiffres, en bonus, en promotion. Il était entouré de gens qui ne parlaient que d'argent, qui ne pensaient qu'à ça. Il n'était pas comme ça avant. Non, il n'était pas comme ça. Mais les gens changent, surtout quand ils sont influencés par leur environnement, ou par quelqu'un. Tu penses qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Avant Joannelle, elle a baissé les yeux. Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être pas quelqu'un en particulier, mais une idée de quelqu'un. Une idée de la femme qu'il voulait à ses côtés. Une femme qui correspondait mieux à l'image qu'il voulait renvoyer. Nous sommes restées silencieuses un moment. Je buvais mon thé, elle tournait sa cuillère dans son café, puis elle a dit « Hermine, fais attention. » Attention à quoi ? À cette femme, Joannelle. Si elle est comme tu l'as décrit, elle ne voit pas les gens. Elle voit ce qu'ils peuvent lui apporter. Mais Elphège l'aime, peut-être. Ou peut-être qu'il aime l'idée de ce qu'elle représente. Le succès, l'ambition, la modernité. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un poids dans la poitrine. Les mots de Téline résonnèrent dans ma tête. Elle ne voit pas les gens, elle voit ce qu'ils peuvent lui apporter. Les mois suivants ont confirmé ses craintes. Elphège s'éloignait de plus en plus. Les occasions manquées se multipliaient. Mon anniversaire en mars 2023. Il m'a envoyé un message. « Bon anniversaire maman, je t'aime. » Pas d'appel, pas de visite, juste un message. Noël 2023. Il était en voyage avec Joannelle. Ils avaient loué un chalet dans les Alpes. Il m'a envoyé une photo. Eux deux devant un sapin illuminé. Tout sourire. Le message disait « Joyeux Noël maman. On pense à toi, mais on n'est pas là. » Pâques 2024, même scénario. Ils étaient partis en week-end en Normandie, chez des amis à eux. Il m'a appelé le lundi suivant. « Désolé maman, on n'a pas pu passer te voir. Le week-end était trop court, trop court. » Puis il y a eu leur mariage en mai 2024. La cérémonie rapide à la mairie. Le cocktail branché. Moi qui souriais sur les photos. Moi qui offrais 150 000 € pour leur appartement. Moi qui acceptais de payer leur mensualité de prêt. 3 000 € par mois. Elphège avait dit « C'est gentil, maman. » Joannelle n'avait même pas dit merci. Après leur mariage, j'ai à peine vu mon fils. Une fois en juin.
Une fois en juillet, puis plus rien. Août, septembre, octobre. 3 mois sans le voir. Quelques messages, quelques appels rapides. Toujours la même excuse. On est débordé. Le travail, l'appartement, la vie, leur vie, qui n'avait plus de place pour moi. C'était en septembre 2024 que la deuxième fissure est apparue, plus profonde que la première. J'étais tombée dans la rue, bêtement. Un trottoir mal entretenu. Je m'étais tordu la cheville, rien de grave, mais assez douloureux pour que je ne puisse pas marcher pendant quelques jours. J'ai appelé Elfège. Mon chéri, j'ai eu un petit accident. Je me suis tordu la cheville. Tu pourrais passer me voir, m'apporter quelques courses? Oh non, ça va? Tu as mal? Un peu, mais ça va aller. J'aurai juste besoin d'aide pour quelques jours. Silence. Puis, écoute maman, cette semaine est vraiment compliquée. Joannelle a une présentation importante, et moi, j'ai un dossier urgent à boucler. Je ne vais pas pouvoir me libérer. Même 1 heure, juste pour passer, je vais essayer, je te promets. Il n'est pas venu, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. C'est Éline qui est venue. Elle avait appris mon accident par une amie commune. Elle a sonné à ma porte le soir même, les bras chargés de courses. « Hermine, pourquoi tu ne m'as pas appelée tout de suite? Elle est restée avec moi pendant 3 jours. Elle faisait les courses, elle préparait les repas, elle m'accompagnait chez le médecin, elle changeait mes bandages. Elle restait le soir jusqu'à ce que je m'endorme. Le 3e jour, Elfège a envoyé un message. « Désolée maman, j'ai été complètement submergée. Comment va ta cheville ?» J'ai répondu « Ça va mieux. Téline s'occupe de moi. »« Téline ?» Oui. Elle est passée tous les jours. Pas de réponse. Pendant 2 heures. Puis « C'est bien, c'est bien. » Voilà tout ce qu'il avait trouvé à dire. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois. Téline était repartie. J'étais seule dans mon salon. Ma cheville me faisait mal, mais ce n'était rien comparé à la douleur que je ressentais dans ma poitrine. Mon fils ne venait plus, mon fils ne m'appelait plus, mon fils n'était plus là. Et c'est une femme qui n'était plus sa femme qui prenait soin de moi. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Les fissures ne se referment pas toutes seules. Elles s'élargissent, lentement, inexorablement, jusqu'au jour où tout s'effondre. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Octobre 2024 a été le mois de ma capitulation silencieuse, le mois où j'ai cessé d'attendre, le mois où j'ai compris que je devais accepter cette nouvelle réalité. Mon fils ne reviendrait pas physiquement, en tout cas. Il était encore là dans les messages occasionnels, dans les appels de 2 minutes, dans les promesses jamais tenues. Mais l'Elfège que j'avais connu, celui qui m'appelait tous les soirs, celui qui venait déjeuner le dimanche, celui qui me prenait dans ses bras en me disant « Je t'aime, maman », cet Elfège-là avait disparu. Et moi, comme toutes les mères qui refusent de voir l'évidence, je me suis mise à trouver des excuses, à justifier l'injustifiable, à minimiser ce qui me blessait. C'était devenu un réflexe. Quand mes amis me demandaient des nouvelles d'Elfège, je répondais « Il va bien. Il est très occupé avec son nouveau poste. » Même s'il n'avait pas changé de poste, même si la seule chose qui avait changé, c'était son indifférence. Quand Margot, ma vieille amie du club de lecture, s'étonnait de ne plus le voir, je disais « Vous savez, les jeunes couples ont besoin de leur intimité. C'est normal qu'il consacre du temps à sa femme. » Même si je savais que ce n'était pas de l'intimité, c'était de l'exclusion. Quand Éline, avec son regard doux et inquiet, me demandait comment je vivais cette distance, je souriais bravement. Je comprends. Il construit sa vie. C'est ce que doivent faire les enfants. Se détacher. Voler de leurs propres ailes. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un détachement naturel. C'était un rejet, progressif, méthodique, presque chirurgical. Le pire, c'est que je me suis mise à m'adapter, à modifier mon comportement pour ne pas le déranger, pour ne pas être cette mère envahissante qu'on fuit, cette mère dont on a honte. J'ai cessé d'appeler. J'attendais qu'il appelle. Et quand il ne le faisait pas pendant des jours, je me disais « Il est occupé. Il m'appellera quand il aura le temps. » J'ai cessé de proposer des déjeuners. J'attendais qu'il propose. Et quand il ne proposait rien, je me disais « Il a ses propres obligations. Je ne dois pas être un poids. » J'ai cessé de partager mes petits bonheurs. Une exposition que j'avais aimée. Un livre qui m'avait touché. Une promenade dans un nouveau quartier. Je gardais tout pour moi, parce que j'avais peur de l'ennuyer. Peur qu'il trouve mes histoires insignifiantes. Je me suis faite petite, discrète, presque invisible. C'est terrible de voir à quel point on peut se diminuer pour garder l'amour de quelqu'un. À quel point on peut accepter les miettes quand on a connu le festin. Un jour de fin octobre, j'étais chez le coiffeur. Marie, ma coiffeuse depuis 15 ans, me coupait les cheveux. Elle me parlait de sa fille, une jeune femme de 30 ans qui venait d'avoir un bébé. Marie rayonnait. Elle racontait comment sa fille l'appelait 3 fois par jour pour des conseils.
comment elles passaient tous les week-ends chez elle pour l'aider avec le bébé, comment elles avaient créé un lien encore plus fort depuis la naissance. Je l'écoutais en regardant mon reflet dans le miroir. J'ai vu mes yeux se remplir de larmes. Marie a arrêté de couper. « Hermine, ça ne va pas ?» J'ai secoué la tête. « Si, c'est juste que je suis heureuse pour vous. Vraiment. » Elle a posé ses ciseaux. Elle a mis sa main sur mon épaule. « Parlez-moi. » Et j'ai parlé. Là, dans ce salon de coiffure, avec des femmes autour qui lisaient des magazines, j'ai raconté l'éloignement, le silence, les occasions manquées, cette sensation d'être devenue une étrangère dans la vie de mon propre fils. Marie m'a écoutée. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. « Vous savez, Hermine, les enfants sont le reflet de ce qu'on leur permet d'être. Si vous acceptez d'être traité comme ça, il continuera. Mais je ne veux pas être une mère envahissante. » Il y a une différence entre être envahissante et exiger le respect. Vous êtes sa mère. Vous méritez mieux qu'un message de temps en temps. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec ces mots dans la tête. Vous méritez mieux. Est-ce que je méritais mieux? Ou est-ce que j'exigeais trop? Est-ce que mon attente était légitime? Ou est-ce que j'étais juste une vieille femme qui ne savait pas lâcher prise? J'ai passé des heures à me poser ces questions. Assise dans mon salon, regardant les photos sur les murs. Elfais-je bébé? Elfais-je enfant? Elfais-je adolescent? Elfais-je le jour de son diplôme? Elfais-je le jour de son mariage avec Téline? Sur toutes ces photos, il souriait. Sur toutes ces photos, il avait l'air heureux. Sur toutes ces photos, j'étais à ses côtés. Quand est-ce que ça avait changé? À quel moment précis avais-je cessé d'être importante dans sa vie? J'ai repensé à cette phrase de Joannelle lors de notre premier dîner. La famille, ce n'est pas vraiment ma priorité. Et si c'était elle? Et si c'était elle qui avait planté cette graine dans l'esprit de mon fils, cette idée que la famille était un poids, une contrainte, quelque chose dont il fallait se libérer pour réussir? Mais non, je ne pouvais pas tout mettre sur le dos de Joannelle. Elfais-je était un adulte, un homme de 35 ans. Il prenait ses propres décisions, il choisissait ses priorités, et visiblement, je n'en faisais plus partie. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, j'ai décidé d'aller au cimetière, voir Philippe, lui parler. Comme je le faisais chaque année à cette date, j'ai pris le métro jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Il faisait froid. Un vent glacial qui arrachait les dernières feuilles des arbres. J'ai marché entre les tombes. J'ai trouvé celle de Philippe. Une pierre sobre en granit gris. Son nom, ses dates. Philippe de Valcroix, 1965-2013. J'ai posé des chrysanthèmes blancs, les fleurs traditionnelles de la Toussaint. Je me suis assise sur le petit banc en face de la tombe. Et j'ai parlé. « Philippe, je ne sais plus quoi faire. Notre fils s'éloigne. Je ne le reconnais plus. Tu te souviens comme il était proche de nous? Comme il tenait à nous? Où est parti ce garçon? » Le vent soufflait. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de moi. Parfois, je me dis que c'est ma faute, que je l'ai trop protégé, trop aimé, que je l'ai rendu incapable de voir au-delà de ses propres besoins. Une larme a coulé sur ma joue. Je l'ai essuyée rapidement. Ou peut-être que c'est moi qui attends trop. Peut-être que je devrais accepter qu'il ait sa vie, qu'il ne me doive rien. J'ai regardé le nom de Philippe gravé dans la pierre. Mais toi, tu m'appelais tous les jours quand tu voyageais pour le travail. Tu passais voir ta mère tous les dimanches jusqu'à sa mort. Tu ne l'as jamais laissée seule. Jamais. Le silence du cimetière était absolu. Juste le bruit du vent dans les branches. J'aurais aimé que tu sois là, pour lui parler, pour lui rappeler qui il est, qui il était. Je suis restée là pendant 1 heure, assise dans le froid, parlant à un mort, cherchant des réponses qui ne venaient pas. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message d'Elfais-je sur mon téléphone. « Bonne Toussaint, maman. Tu vas bien ?» Un message, pas un appel, pas une visite, un message. J'ai répondu « Oui, je suis allée voir ton père. Tu aurais dû venir. » Il a répondu 2 heures plus tard. « Je sais. Désolé. On avait prévu un truc avec Joannelle. Un truc était plus important que le souvenir de son père. Cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter. Arrêter d'attendre, arrêter d'espérer. Arrêter de mendier l'attention de mon fils. Je me suis dit, tu veux ta vie? Prends-la, vis-la, sans moi. Mais je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette pensée. Pas encore, parce qu'au fond, j'espérais toujours. J'espérais un miracle, un réveil, un retour. Les semaines suivantes ont été étranges. J'ai continué ma vie. Mes promenades matinales, mes cours de yoga, mes déjeuners avec mes amis, mais j'avais l'impression de jouer un rôle. D'être une actrice dans ma propre existence. Téline passait me voir régulièrement. Elle arrivait avec des croissants le samedi matin. Nous prenions le petit déjeuner ensemble sur ma petite table de cuisine. Elle me racontait ses projets, son rêve de librairie, ses recherches de local, ses difficultés à trouver des financements. Les banques ne veulent pas me prêter.
Elles disent que c'est trop risqué, qu'une librairie indépendante n'est pas rentable. Et tu as besoin de combien? Environ 150 000 €. Pour le local, les travaux, le stock de livres, les 6 premiers mois de charge. J'ai hoché la tête. Le même montant que j'avais donné à Elfège pour son appartement. Tu trouveras, j'en suis sûre. Elle a souri. Un sourire triste. J'espère. Mais je commence à perdre espoir. J'ai 38 ans. Je n'ai pas de patrimoine. Pas de garantie à offrir. Les banques veulent des certitudes. Et moi, je n'ai que des rêves. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a pris ma main. Hermine, je voulais te dire, tu es importante pour moi. Tu sais ça? Toi aussi, tu es importante pour moi. Non, je veux dire vraiment importante. Plus importante que tu ne le penses. Tu es la seule famille que j'ai vraiment eue. Ma mère et moi, on ne se parle plus depuis des années. Mon père est remarié, il a d'autres enfants. Je suis seule. Enfin, j'étais seule, jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai senti ma gorge se serrer. Téline, je sais que je ne suis plus avec Elfège. Je sais que techniquement, je ne suis plus ta belle-fille. Mais pour moi, tu es plus qu'une belle-mère. Tu es comme la mère que j'aurais aimé avoir. Les larmes sont venues. D'un coup, sans prévenir, je pleurais. Elle pleurait. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre dans ma petite cuisine. Cette femme qui n'était plus rien pour mon fils était devenue tout pour moi. Le 15 novembre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé Elfège, pas pour prendre de ses nouvelles, pas pour lui proposer quelque chose, juste pour lui dire que je l'aimais. Il a décroché. « Oui, maman? Bonjour, mon chéri. Je ne te dérange pas? »« Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? »« Rien. Je voulais juste entendre ta voix, te dire que je t'aime. » Silence. Un long silence. Puis, « Moi aussi je t'aime, maman. Mais là, je suis en réunion. »« Je peux te rappeler? » ?»« Oui, bien sûr. » Il n'a jamais rappelé. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir de ma salle de bain. J'ai vu une femme de 60 ans, des rides autour des yeux, des cheveux gris que Marie colorait en châtain clair, un visage fatigué, mais pas vieux, pas encore. Je me suis dit, tu as encore des années devant toi, peut-être 20 ans, peut-être 30. Tu vas passer ces années à attendre qu'il t'appelle, à espérer qu'il vienne, à accepter les miettes? La réponse était là, dans ce miroir, dans mes yeux fatigués, dans mon sourire qui ne montait plus jusqu'aux yeux. Non, je n'allais pas vivre comme ça, mais je ne savais pas encore comment changer les choses. Je ne savais pas encore que dans quelques jours, tout allait basculer, que mon fils allait m'envoyer ce message qui allait tout déclencher. « Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. » En attendant, je continuais à jouer mon rôle. La mère compréhensive, la mère qui ne dérange pas, la mère qui accepte d'être mise de côté. Le 20 novembre, Téline m'a accompagnée à un rendez-vous médical. Un simple contrôle chez mon cardiologue. Rien de grave, mais elle a insisté pour venir. On ne sait jamais. C'est mieux d'être deux pour écouter ce que dit le médecin. Nous avons pris le métro ensemble jusqu'à l'hôpital Necker. Dans la salle d'attente, elle tenait ma main. Elle me parlait pour me distraire. Elle me racontait qu'elle avait trouvé un local potentiel pour sa librairie. Rue Mouffetard, un petit espace de 50 mètres carrés. Parfait. Mais le propriétaire veut 6 mois de caution. 9 000 €, plus le premier loyer, 3 000 €. Je n'ai pas cette somme. Le médecin m'a appelé. Téline est entrée avec moi. Le cardiologue a fait son examen. Tout allait bien. Tension normale, cœur en bonne forme, aucun problème. En sortant, Téline a dit « Tu vois, tu es solide, tu vas me survivre. » J'ai ri. J'espère bien. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant près de l'hôpital. Téline a commandé une quiche lorraine. Moi, une salade composée. Nous avons parlé de tout et de rien. De ses lectures, de mes promenades, des films que nous voulions voir. À aucun moment, nous n'avons parlé d'Elfège. Comme si son nom était devenu tabou. Comme si prononcer ce nom pouvait briser quelque chose de fragile entre nous. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Une lettre de ma banque. Une proposition d'investissement. Des placements sécurisés pour préparer ma succession. Ma succession. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Préparez votre succession. Protégez vos héritiers. Mes héritiers. J'en avais un seul. Elfège. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Je l'ai regardée longtemps. Et pour la première fois, une pensée m'a traversée. Une pensée que j'ai immédiatement chassée parce qu'elle était trop douloureuse, trop radicale. Et si je changeais mon testament? Non, c'était fou, impensable. On ne déshérite pas son fils, même quand il vous blesse, même quand il vous abandonne. J'ai jeté la lettre à la poubelle, mais l'idée était là, plantée, comme une graine dans un terreau fertile. Elle allait germer, lentement, jusqu'au jour où elle deviendrait une évidence. Ce jour allait arriver 6 jours plus tard, le 26 novembre, un mardi soir, quand j'allais recevoir ces 10 mots qui allaient tout changer. « Maman,
n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. En attendant, je vivais dans le déni. Je me disais que ça allait s'arranger, que c'était une phase, que mon fils allait revenir. Mais au fond de moi, je savais. Les mères savent toujours. Elles savent quand elles ont perdu, quand elles doivent lâcher prise, quand elles doivent accepter l'inacceptable. Et moi, j'étais presque prête, presque. Le message est arrivé le 26 novembre 2024 à 19h42. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais en train de regarder les informations. Le présentateur parlait de la météo, de la pluie qui allait tomber toute la semaine. Mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai regardé l'écran. Un message d'Elphège. « Maman, n'attends pas que je m'occupe de toi dans ta vieillesse. J'ai ma propre vie. » J'ai relu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur battait fort. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas la colère. Pas encore. C'était quelque chose d'autre. Une sorte de clarté brutale. Comme quand on allume la lumière dans une pièce sombre et qu'on voit enfin ce qui était caché. J'ai posé le téléphone. J'ai éteint la télévision. Le silence est tombé dans l'appartement. Un silence épais, lourd. Puis j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. J'ai ouvert l'historique de nos conversations. Je voulais comprendre, voir si j'avais raté quelque chose, un signe, un indice. J'ai remonté les messages, semaine par semaine, mois par mois. Septembre 2024, 3 messages de sa part, des réponses courtes à mes questions. Oui, d'accord. Plus tard, août, 2 messages. Un pour me dire qu'il partait en vacances, un autre pour dire qu'il était rentré. Juillet, un seul message, pour mon anniversaire qu'il avait oublié la veille. Bon anniversaire maman. Désolé pour hier. Je continuais à remonter. Mars, février, janvier. Plus je remontais, moins il y avait de messages. Comme si mon fils s'effaçait progressivement de ma vie. Comme si notre lien se désintégrait mot après mot. Silence après silence. Puis, j'ai vu quelque chose. Un message de juin 2024, le lendemain de leur mariage. Merci pour tout maman. On est reconnaissant. On, pas, je. On. J'ai cliqué sur ce message. J'ai regardé l'heure. Envoyé à 23h15. Tard. Très tard pour un lendemain de mariage. Et soudain, j'ai compris. Ce message n'était pas de lui. Enfin, il venait de son téléphone. Mais les mots n'étaient pas les siens. On est reconnaissant. Elphège ne parlait jamais comme ça. Il aurait dit « Merci maman, je t'embrasse ». Quelqu'un d'autre avait écrit ce message. Quelqu'un qui voulait paraître poli, professionnel, distant. Joannelle. J'ai continué à chercher, à analyser les messages, les tournures de phrases, le vocabulaire. Et j'ai commencé à voir un motif. À partir de janvier 2023, environ 1 an après leur rencontre, le ton des messages avait changé. Avant, Elphège écrivait « Coucou maman, comment tu vas ? Je passe dimanche si tu veux. Bisous ». Après, il écrivait « Bonjour, dimanche compliqué, on se rappelle, plus de coucou, plus de bisous, plus de questions sur moi. » Juste des phrases sèches, fonctionnelles. Ce soir-là, dans mon salon, avec mon téléphone dans les mains, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai cherché Joannelle sur les réseaux sociaux. Son profil LinkedIn était public. Photo professionnelle, sourire commercial, titre impressionnant, chef de projet innovation, Startup Tech Vision. J'ai parcouru ses publications. Des articles sur l'ambition, le succès, la performance, des citations motivantes sur le dépassement de soi. Une en particulier m'a glacé. Pour réussir, il faut savoir couper les liens qui nous retiennent. Couper les liens qui nous retiennent. J'ai fermé l'application. Mon cœur battait trop vite. J'avais mal à la tête. Le lendemain matin, j'ai appelé Téline, sans réfléchir. J'avais besoin de parler, de comprendre. « Hermine, tout va bien ? Téline, je peux venir te voir ? Bien sûr, maintenant ? Oui, s'il te plaît. » Nous nous sommes retrouvés dans son petit appartement du 14e arrondissement. Un 2 pièces modeste mais chaleureux. Des livres partout, des plantes sur le rebord des fenêtres, l'odeur du café frais. Je lui ai montré le message. Ses yeux se sont agrandis. « Il t'a écrit ça ? Hier soir. » Elle s'est assise, elle a relu le message, puis elle a levé les yeux vers moi. « Hermine, ce n'est pas lui. Que veux-tu dire ? Ces mots, cette formulation, ce n'est pas Elphège, c'est elle. Tu penses qu'elle a écrit le message ? Peut-être. Ou peut-être qu'elle l'a convaincu de l'écrire. Mais dans tous les cas, ces mots viennent d'elle. » Téline s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait la rue en bas. Quand j'étais avec Elphège, vers la fin, il avait commencé à changer, à me dire des choses étranges. Que je le retenais, que j'étais trop traditionnelle, que je ne comprenais pas ses ambitions. Il te disait ça ? Oui, mais ce n'était pas vraiment lui qui parlait. C'était des phrases toutes faites, comme s'il répétait ce que quelqu'un lui avait mis dans la tête. Quelqu'un de son travail ? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas, mais maintenant, avec ce que je sais de Joannelle,
Je me demande, tu penses qu'ils se connaissèrent déjà, avant votre divorce? Je ne peux pas le prouver. Mais il y a des détails, des incohérences, des soirs où il rentrait tard avec des excuses vagues, des week-ends où il partait soi-disant avec des collègues. Nous sommes restées silencieuses. Le café refroidissait dans nos tasses. Puis Téline a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Hermine, cette femme est dangereuse. Dangereuse comment? Elle ne voit pas les gens comme des personnes. Elle les voit comme des ressources, des outils pour arriver à ses fins. Et quand un outil ne sert plus, elle s'en débarrasse. Mais elle fait je l'aime, ou il croit l'aimer. Il y a une différence. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un poids dans la poitrine. Les mots de Téline résonnaient. Elle ne voit pas les gens comme des personnes. J'ai repensé à tous les signes. Les dîners où Joannelle évaluait mon appartement, ses remarques sur le gaspillage, sa façon d'accepter mon argent sans gratitude, son absence totale d'empathie. Et surtout, cette phrase qu'elle avait dite lors de ce premier dîner, « On ne veut pas que les gens dépendent de nous ». Maintenant, je comprenais. Elle ne voulait pas dépendre de moi, mais surtout, elle ne voulait pas qu'Elphège dépende de moi, ni émotionnellement, ni financièrement, mais elle ne refusait pas mon argent pour autant. Les 150 000 € d'apport, les 3 000 € par mois pour le prêt. Elle prenait, mais elle ne voulait rien devoir en retour. Le 28 novembre, j'ai reçu un appel de mon notaire, Maître Fontaine. Il répondait à mon email de mardi soir. « Madame de Valcroix, j'ai bien reçu votre demande. Je peux vous recevoir demain après-midi, 15 h. Cela vous convient? Parfaitement. Merci. » J'ai aussi reçu un appel de ma banque, une conseillère. « Madame de Valcroix, concernant votre demande d'annulation du virement automatique, c'est chose faite. Le dernier virement de 3 000 € est parti ce matin. À partir du mois prochain, plus aucun virement ne sera effectué. Très bien, merci. Puis-je vous demander la raison de cette annulation? Pour nos dossiers. J'ai hésité, puis j'ai dit simplement « changement de situation familiale. Je comprends. Bonne journée, madame. » J'ai raccroché. Mon cœur battait vite. J'avais franchi une ligne, quelque chose d'irréversible. Elphège recevrait sa mensualité de décembre normalement. Mais en janvier, plus rien. La banque lui enverrait un avis. Un défaut de paiement. Il devrait trouver 3 000 €. Rapidement. Et là, il comprendrait. Il comprendrait que ce message avait eu des conséquences. Le 29 novembre à 15 h, j'étais dans le bureau de Maître Fontaine, rue de Rivoli. Un bureau élégant avec des boiseries anciennes et des livres de droit alignés sur les étagères. Maître Fontaine avait 75 ans, des cheveux blancs, des lunettes rondes. Il me connaissait depuis 30 ans. C'était lui qui avait géré la succession de Philippe. « Madame de Valcroix, vous voulez modifier votre testament? » « Oui. Puis-je connaître la raison? » J'ai respiré profondément. Mon fils et moi avons pris des chemins différents. Je souhaite léguer mes biens à quelqu'un d'autre. Vous voulez le déshériter complètement? Non. Je veux respecter la réserve héréditaire. Il aura ce que la loi lui donne. Mais la quotité disponible, je veux la laisser à quelqu'un d'autre. Et cette personne est Téline Moreau, mon ancienne belle-fille. Maître Fontaine a noté, puis il a levé les yeux. Vous êtes certaine? Absolument. Vous savez que cela risque de créer des conflits, des contestations. Je sais, mais c'est mon choix. Il a hoché la tête. Très bien. Je vais préparer le Nouveau Testament. Vous pourrez le signer la semaine prochaine. En sortant de son bureau, j'ai eu un vertige. J'avais fait quelque chose d'énorme. Quelque chose que je ne pourrais plus défaire facilement. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Le 5 décembre 2024, j'ai signé mon Nouveau Testament dans le bureau de Maître Fontaine. Ma main tremblait légèrement en posant ma signature au bas du document. Mais c'était fait. 50% de mon patrimoine irait à Elphège, la réserve héréditaire, ce que la loi française lui garantissait en tant qu'enfant unique. Environ 400 000 €. Les 50% restants iraient à Téline, la quotité disponible. Mon choix, ma décision. Maître Fontaine a contresigné. Il a rangé le document dans un dossier scellé. C'est enregistré. Personne ne connaîtra le contenu de ce testament avant votre décès, sauf si vous décidez d'en parler. Je comprends. Madame de Valcroix, puis-je me permettre un conseil? Je vous en prie. Si votre fils apprend ce changement, préparez-vous à des réactions, peut-être violentes. Les questions d'héritage réveillent souvent le pire chez les gens. J'ai hoché la tête. Je sais, mais je ne compte pas lui en parler. Pas maintenant, peut-être jamais. En sortant de son bureau, j'ai reçu un appel de Téline. « Hermine, tu es libre demain pour déjeuner? »« Oui. Où veux-tu aller? J'ai quelque chose à te montrer. Je passe te chercher à midi. » Le 6 décembre, Téline est venue me chercher en voiture. Elle souriait. Elle avait l'air excitée. « On va rue Mouffetard. Le local dont tu m'as parlé? » « Oui. Le propriétaire a accepté de me le faire visiter. » Nous avons roulé jusqu'au 5e arrondissement. Rue Mouffetard. Une rue vivante, pleine de commerces, de restaurants, de passants. Le local était petit.
Une vitrine étroite, mais à l'intérieur, c'était parfait. 50 mètres carrés avec une belle hauteur sous plafond. De grandes étagères déjà installées. Un petit coin au fond qui pourrait devenir un espace lecture. Téline tournait sur elle-même. Tu vois, c'est exactement ce que j'imaginais. C'est magnifique. Le loyer est raisonnable. 3 000 € par mois. Le propriétaire demande 6 mois de caution, plus le premier mois. 21 000 €. Elle s'est assise sur le rebord de la fenêtre. Son sourire s'est effacé. Mais je ne les ai pas. J'ai économisé 15 000 €. Mais il m'en manque 6 000. Et les banques refusent toujours de me prêter. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été là pour moi, qui m'accompagnait chez le médecin, qui m'apportait des croissants le samedi, qui m'écoutait pleurer sans juger. Je vais te les prêter. Elle a levé les yeux. Quoi? Les 6 000 €. Je vais te les prêter. Non, attends. Je vais te les donner. Hermine, non. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est trop. Téline, j'ai donné 150 000 € à mon fils pour un appartement qu'il partage avec une femme qui me méprise. Je peux bien te donner 6 000 € pour un rêve qui te tient à cœur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu es sûre? Certaine. Elle s'est levée. Elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps. Elle pleurait contre mon épaule. Merci, merci. Je ne sais pas comment te remercier. Tu me remercies en réalisant ce rêve, en créant cette librairie, en étant heureuse. Ce soir-là, j'ai fait un virement de 6 000 € sur le compte de Téline. Puis j'ai rangé mon téléphone. Et j'ai attendu. Le 9 décembre, Elfège m'a appelé. Première fois depuis le message du 26 novembre. 13 jours de silence. Maman. Sa voix était tendue. Je l'ai entendue tout de suite. Oui, mon chéri. J'ai eu un appel de la banque. Ils disent que tu as annulé le virement pour le prêt. C'est vrai? Oui. Silence. Un long silence. Pourquoi? Parce que tu as ta propre vie. Tu me l'as écrit toi-même. Maman, attends. Ce n'était pas quoi? Ce n'était pas ce que tu voulais dire? Ou ce n'était pas toi qui l'as écrit? Nouveau silence. Plus long. Plus lourd. Écoute, on peut en parler. Je peux passer te voir. Non. Non? Tu m'as écrit que tu avais ta propre vie. Je respecte ça. Vis ta vie. Et moi, je vais vivre la mienne. Maman, tu ne comprends pas. Le prêt, c'est 3 000 € par mois. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Payer? Mais tu as un bon travail, un bon salaire, et une femme qui travaille aussi. Vous gagnerez bien votre vie tous les deux. Mais on a d'autres charges, d'autres projets. C'est ton problème, plus le mien. Maman, Elfège, pendant des années, j'ai tout donné. J'ai payé tes études, j'ai acheté ton studio, j'ai financé ton mariage, j'ai donné l'apport de ton appartement, j'ai payé tes mensualités, et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Des messages courts, des appels rares, des occasions manquées, et finalement, 10 mots me disant de ne pas compter sur toi. Ce n'était pas « je ne voulais pas », peu importe ce que tu voulais, c'est ce que tu as fait. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement calme. 2 heures plus tard, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. Elfège, seul. J'ai ouvert. Il était pâle, défait. Il portait son manteau noir. Il avait les yeux rouges. Maman, il faut qu'on parle. Entre. Il est entré. Il est resté debout dans l'entrée, comme un étranger, comme quelqu'un qui ne connaît pas les lieux. Je suis désolé, vraiment désolé. Ce message, c'était stupide. Assieds-toi. Il s'est assis sur le canapé. Je suis resté debout. Elfège, dis-moi la vérité. C'est toi qui as écrit ce message. Il a baissé les yeux. Oui, mais c'était l'idée de qui? Silence. De qui, Elfège? Joannelle avait dit qu'il fallait poser des limites, qu'on ne pouvait pas dépendre de toi éternellement, qu'il fallait être clair. Donc c'était son idée. Oui, mais j'ai accepté. J'ai écrit le message. C'est ma faute. Et tu pensais vraiment ce que tu as écrit? Il a levé les yeux. Non, enfin, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué de dire si tu veux que ta mère compte sur toi ou non. Ce n'est pas ça. C'est juste que Joannelle dit qu'il faut être indépendant, qu'on doit se construire seul, sans aide. Mais vous acceptez mon aide quand ça vous arrange. L'apport, les mensualités. Il n'a rien répondu. Elfège, regarde-moi. Il a levé les yeux. J'ai vu mon petit garçon. Celui qui pleurait quand son bateau chavirait dans le bassin du Luxembourg. Celui qui me disait « Tu es la meilleure maman du monde ». Mais j'ai vu aussi l'homme qu'il était devenu. Un homme influencé, manipulé, perdu. Tu sais qui était là quand je me suis tordu la cheville en septembre? Qui m'a fait les courses? Qui m'a accompagné chez le médecin? Il a baissé la tête. Téline, ton ex-femme. Une femme qui n'a plus aucune obligation envers moi. Elle était là. Toi, tu étais occupé. Je sais, j'aurais dû venir. Tu sais qui m'accompagne à mes rendez-vous médicaux? Qui prend le café avec moi le samedi? Qui se souvient de mon anniversaire? Téline. Oui, Téline.
Une étrangère s'occupe mieux de moi que mon propre fils. Les larmes coulaient sur ses joues. Maman, pardon, je vais changer, je vais être là, je te le promets. Non, tu ne vas pas changer, parce que tu n'es pas seul dans tes décisions. Et tant que tu seras avec cette femme, tu choisiras toujours ce qu'elle veut. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Reprends le prêt. Paie ta mensualité toi-même. Vis ta vie indépendante. Mais je ne peux pas payer 3 000 € par mois. Pas avec nos autres charges. Alors vendez l'appartement. Prenez quelque chose de plus petit, de plus raisonnable. Joannelle ne voudra jamais. J'ai souri. Un sourire triste. Exactement. Il est parti ce soir-là, sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière lui. Et j'ai su que quelque chose venait de se briser définitivement entre nous. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain matin, 10 décembre, j'ai été réveillée par mon téléphone. 7h30, un appel d'Elfège. Maman, Joannelle veut te parler. Pas de bonjour, pas de comment tu vas, juste cette phrase sèche. Je n'ai rien à lui dire, s'il te plaît. Elle veut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Maman, j'ai raccroché. 2 heures plus tard, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton, Elfège et Joannelle. J'ai ouvert. Ils sont entrés sans attendre mon invitation. Joannelle portait un tailleur gris, des talons hauts. Elle avait l'air d'arriver d'une réunion d'affaires. Hermine, il faut qu'on parle. Pas de bonjour, pas de sourire, juste cette phrase autoritaire. Je vous écoute. Nous nous sommes assises dans le salon. Elfège s'est installée à côté de Joannelle, comme un enfant à côté de sa mère. Joannelle a croisé les jambes. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Hermine, on comprend que vous soyez blessée, mais il faut être raisonnable. Ce prêt, c'est important pour nous. On ne peut pas payer 3 000 € par mois. Alors vendez l'appartement. Impossible. On vient de l'acheter. On perdrait de l'argent. Ce n'est pas mon problème. Son visage s'est durci. Vous ne comprenez pas. On a des projets, des ambitions. On ne peut pas se permettre de perdre cet appartement. Et moi, je ne peux pas me permettre de continuer à financer votre vie. Vous en avez les moyens. Cette phrase qui disait tout. Elle ne demandait pas, elle constatait, comme si mon argent lui appartenait de droit. Oui, j'en ai les moyens, mais je choisis de ne plus le faire. Elfège a toussé. Maman, sois raisonnable. Raisonnable. Tu trouves raisonnable de m'envoyer un message me disant de ne pas compter sur toi et ensuite de me demander de payer ton prêt? Joannelle s'est penchée en avant. Ce message était maladroit, on le reconnaît, mais c'était juste pour clarifier les choses, pour éviter les malentendus plus tard. Quel malentendu? Eh bien, quand vous serez plus âgé, quand vous aurez besoin d'aide, on voulait que ce soit clair. On ne pourra pas vous accueillir chez nous. On ne pourra pas s'occuper de vous au quotidien. Le silence est tombé. Un silence glacial. Vous ne pourrez pas m'accueillir. Non, on a notre vie, nos projets. On ne peut pas mettre ça entre parenthèses pour... Enfin, vous comprenez? Pour prendre soin de sa mère? Exactement. Elfège regardait ses mains. Il ne disait rien. Il laissait sa femme parler pour lui. Et pourtant, vous voulez que je continue à payer votre prêt, que je continue à financer votre belle vie. Joannelle a souri. Un sourire froid. C'est différent. Là, c'est juste de l'argent. Pas du temps, pas de l'énergie. Juste un virement. Juste un virement. Juste de l'argent. Je me suis levée. Sortez. Pardon? Sortez de chez moi. Maintenant. Joannelle s'est levée aussi. Elle avait l'air surprise, presque choquée. Hermine, on essaie d'avoir une conversation adulte. Une conversation adulte? Vous venez chez moi pour me dire que je ne peux pas compter sur mon fils quand je serai vieille, mais que vous voulez quand même mon argent. Vous appelez ça adulte? On ne dit pas que vous ne pouvez pas compter sur nous. On dit juste qu'il y a des limites. Des limites à l'affection, mais pas à l'argent. Exactement. Elle l'avait dit. Elle l'avait vraiment dit. Sans honte, sans gêne. Sortez, tout de suite. Elfège s'est levée. Maman, toi aussi. Maman, je t'en prie. Tu as fait ton choix. Tu l'as fait en épousant cette femme. Tu l'as fait en m'envoyant ce message. Tu l'as fait en la laissant parler à ta place. Maintenant, pars. Tu ne peux pas me rejeter comme ça. Je ne te rejette pas. Je respecte ton choix. Tu as ta vie. Tu as dit que tu ne t'occuperais pas de moi. Très bien. Mais je ne paierai plus pour ta vie. Joannelle s'est dirigée vers la porte. Vous le regretterez. Non, je ne crois pas. Elle est sortie. Elfège est resté un moment sur le seuil. Il me regardait, les larmes aux yeux. Maman, je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est pour ça que je te laisse partir. Pour que tu apprennes. Apprendre quoi? Que l'argent ne remplace pas l'affection. Que les choix ont des conséquences. Que ta mère ne sera pas toujours là pour rattraper tes erreurs. Il est parti sans un mot de plus. La porte s'est refermée. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines. Des sanglots profonds, douloureux, libérateurs. J'avais perdu mon fils, pas à la mort,
à la vie, à ses choix, à cette femme qui l'avait transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais j'avais gagné quelque chose aussi, ma dignité, mon respect de moi-même, ma liberté. Le 15 décembre, Téline a signé le bail de sa librairie. Elle m'a appelé en pleurant de joie. « Hermine, c'est fait. J'ai les clés. Je commence les travaux la semaine prochaine. Je suis si heureuse pour toi. C'est grâce à toi. Sans toi, rien de tout ça ne serait possible. C'est grâce à ton courage, à ta détermination. » Le 20 décembre, j'ai reçu un message d'Elfège. « Maman, nous avons trouvé une solution pour le prêt. Tu n'as plus à t'inquiéter. Pas de merci, pas de regret. Juste cette phrase. » J'ai répondu « Très bien. » C'était tout. Notre relation réduite à 2 mots. Très bien. Le 24 décembre, Téline m'a invité à réveillonner chez elle. Un petit dîner, juste nous deux. Du saumon fumé, une dinde farcie, une bûche pâtissière. Nous avons bu du champagne, nous avons ri, nous avons parlé de ses projets pour la librairie, des auteurs qu'elle voulait inviter, des soirées lecture qu'elle voulait organiser. À minuit, elle a levé son verre. « À toi, Hermine, à la femme la plus forte que je connaisse. À toi, Téline, à la fille que j'aurais aimé avoir. » Nous avons trinqué, et j'ai réalisé quelque chose. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une fille. Janvier 2025 est arrivé avec une clarté nouvelle, comme si l'année précédente avait été un long tunnel et que j'en sortais enfin. Le 3 janvier, j'ai pris une décision. J'ai appelé une agence de voyage. Je voudrais partir, quelque part de beau, de calme. Quelle destination vous intéresserait, madame? L'Italie, la Toscane. 15 jours plus tard, j'étais à Florence, un petit hôtel près du Ponte Vecchio, une chambre avec vue sur l'Arno. Je me promenais dans les rues, je visitais les musées, je mangeais seul dans des trattorias, je lisais sur des bancs publics. Pour la première fois depuis des années, j'étais seul, vraiment seul, et j'étais bien. Téline m'envoyait des photos de la librairie en travaux, les murs repeints en blanc cassé, les étagères restaurées. Le coin lecture avec 2 fauteuils en velours vert. Tu me manques, Hermine. Mais profite, tu le mérites. Un soir, assise à la terrasse d'un café sur la Piazza della Signoria, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Madame de Valcroix? Oui. Ici Maître Blanchard. Je suis l'avocat de Madame Joannelle Mercier. Mon cœur s'est arrêté. Je vous écoute. Ma cliente souhaite porter à votre connaissance qu'elle envisage des poursuites pour rupture abusive d'engagement financier. Pardon? Le virement mensuel que vous effectuiez, son arrêt brutal a causé des préjudices financiers à mon client et à votre fils. J'ai failli rire. Maître, il n'y avait aucun engagement. C'était un don volontaire que j'ai choisi d'arrêter. Ma cliente affirme qu'il y avait un accord oral. Un accord oral n'engage personne dans ce cas, et votre cliente ferait mieux de s'inquiéter de ses propres affaires. Madame de Valcroix, j'ai 60 ans, j'ai un notaire excellent, et je ne me laisserai pas intimider. Bonne soirée, maître. J'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais je souriais. Ils essayaient de me faire peur, de me forcer à reprendre les versements. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Le lendemain, j'ai appelé Maître Fontaine. Je lui ai tout raconté. Il a éclaté de rire. Cette femme est folle. Elle n'a aucun recours légal. Aucun. Vous pouvez dormir tranquille. Et si elle persiste, laissez-moi gérer. Je vais envoyer un courrier à son avocat. Ça devrait suffire. Le 10 février, je suis rentrée à Paris. Bronzée, reposée, transformée. Téline m'attendait à l'aéroport. Elle m'a serrée dans ses bras. Tu es magnifique. Je me sens bien. La librairie ouvre dans 3 jours. Tu viendras? Évidemment. Le 13 février, l'inauguration a eu lieu. Une petite cérémonie, une trentaine de personnes, des amis, des voisins, la presse locale. Téline avait appelé sa librairie « Les mots retrouvés », un nom parfait. Elle a fait un discours, court, ému. Cette librairie existe grâce à une femme exceptionnelle, une femme qui croit aux rêves, qui croit en moi. Merci, Hermine. Les gens ont applaudi. J'ai senti les larmes monter, des larmes de joie cette fois. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte, une enveloppe blanche, l'écriture d'Elfège. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. Maman, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne sais même pas si tu vas la lire. Joannelle et moi, on a des problèmes d'argent, des problèmes de couple. Tout s'effondre. J'ai compris trop tard. Tu avais raison. Sur elle, surtout. Mais je ne peux pas revenir en arrière. J'ai fait mes choix. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Elfège, j'ai replié la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Il fallait qu'il apprenne, qu'il comprenne, que le temps fasse son œuvre. La justice ne vient pas de la vengeance. Elle vient de la patience, de la dignité, du temps qui révèle la vérité. Mars 2025. Le printemps revenait sur Paris.
Les marronniers bourgeonnaient. L'air sentait la pluie fraîche et les premières fleurs. J'étais chez moi, en train de lire, quand Téline m'a appelé. Sa voix était étrange. « Hermine, il faut que je te raconte quelque chose. »« Quoi donc ?» J'ai croisé Joannelle ce matin, rue de Rennes. Mon cœur s'est serré. Et elle avait l'air défaite, les cheveux mal coiffés, pas de maquillage. Elle marchait vite, la tête baissée. « Tu lui as parlé ?»« Non, mais j'ai eu la curiosité. J'ai cherché sur LinkedIn. Son profil a changé. Elle ne travaille plus chez Tech Vision. Depuis quand ? Depuis janvier. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Margot, mon amie du club de lecture. « Hermine, j'ai entendu quelque chose. Sur ton fils. »« Quoi ? Apparemment, il a des difficultés. L'appartement est en vente. » J'ai raccroché. J'ai ouvert le site d'annonces immobilières. J'ai cherché. Et j'ai trouvé. Leur appartement. Mis en vente le 15 mars. Prix demandé, 690 000 €. 10 000 de moins que le prix d'achat. Une vente en urgence. Le 20 mars, j'ai reçu une autre lettre d'Elfège. Maman, Joannelle est partie. Elle a quitté l'appartement il y a 2 semaines. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, un entrepreneur, quelqu'un avec plus d'argent, plus de perspectives. Elle m'a dit que j'étais un poids, que je l'empêchais d'avancer, que j'aurais dû écouter ma mère et ne pas couper les ponts avec toi. C'est drôle, non ? Elle qui m'avait poussé à t'envoyer ce message, elle qui trouvait que tu prenais trop de place. Maintenant, elle me reproche de t'avoir écouté. Je vends l'appartement. Je ne peux plus payer seule. Je vais perdre de l'argent, peut-être 20 000 €, mais je n'ai pas le choix. Je vais prendre un petit studio, recommencer, seule. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Surtout, Elfège. J'ai relu cette lettre 3 fois. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste une sorte de calme, comme quand on voit la pluie tomber après une longue sécheresse. La vie lui apprenait ce que je n'avais pas réussi à lui enseigner. Le 5 avril, Téline et moi prenions le café dans sa librairie. Les clients entraient, sortaient, achetaient des livres, souriaient. L'endroit vivait. « Tu as eu des nouvelles d'Elfège ?» a-t-elle demandé doucement. Il m'a écrit. 2 lettres. Joannelle l'a quitté. Il vend l'appartement. Elle a hoché la tête. « Je sais. Tu sais ?» Il m'a appelé. Mon cœur s'est arrêté. Quand ? Il y a 1 semaine. Il voulait me parler. Comprendre pourquoi j'étais restée proche de toi alors qu'il t'avait abandonné. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu étais la personne la plus généreuse que je connaissais. Que tu méritais mieux. Que l'amour ne se mesure pas en argent, mais en présence. Il a dit quelque chose ? Oui, il a dit « J'ai tout perdu. Ma femme, mon appartement, ma mère. Et toi, tu as tout gagné. Comment c'est possible ? Et toi ?» Je lui ai dit « Parce que j'ai donné sans attendre de retour. Et toi, tu as pris sans jamais donner. » Le silence est tombé. J'ai bu une gorgée de café. « Téline, il va revenir. Il va frapper à ma porte. Il va demander pardon. Je sais. Et je ne sais pas si je serai prête. Tu le seras quand le moment viendra. » Le 15 avril, j'ai croisé une ancienne collègue d'Elfège dans la rue. Elle m'a saluée avec gêne. « Madame de Valcroix, j'ai entendu pour Elfège. Je suis désolée. » Désolée de quoi ? Sa situation. Le divorce. Son licenciement. J'ai senti le sol se dérober. Son licenciement ? Elle a pâli. « Vous ne saviez pas ? Il a été licencié en février. Faute professionnelle. Des erreurs dans un dossier important. La banque a perdu beaucoup d'argent. Je suis rentrée chez moi en tremblant. Elfège ne m'avait rien dit. Dans ses lettres, il parlait de Joannelle, de l'appartement, mais pas de son travail. Le soir même, il a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Il était là, amaigri, les cheveux trop longs, le visage creusé. Il portait le même manteau qu'en décembre, mais il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Maman, entre. » Il est entré. Il s'est assis. Il a baissé la tête. J'ai tout perdu. Mon travail, mon mariage, mon appartement, ma dignité. Je sais. Comment tu sais ? Les gens parlent. Il a levé les yeux, des yeux rouges, épuisés. Je ne viens pas te demander de l'argent. Je ne viens pas te demander de me sauver. Je viens juste te dire que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi ? Que tu étais la seule personne qui m'aimait vraiment, sans condition, sans calcul, et que je t'ai traité comme si tu ne valais rien. Les larmes coulèrent sur ses joues. Il ne cherchait pas à les cacher. Joannelle m'a quitté dès qu'elle a vu que je perdais mon travail, dès qu'elle a compris qu'il n'y aurait plus d'argent. Elle n'a même pas attendu 1 semaine. Et maintenant, je vis dans un studio de 20 mètres carrés. Je cherche du travail. Personne ne veut m'embaucher. Ma réputation est ruinée. Il sanglotait, des sanglots d'enfant, comme quand il avait perdu son bateau dans le bassin du Luxembourg. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur la sienne. Elfège, écoute-moi. La vie t'apprend quelque chose d'important. Quoi ? Qu'on récolte ce qu'on sème, que les choix ont des conséquences, que l'amour vrai ne se mesure pas en euros. Il a hoché la tête. Je sais,
Maintenant, je sais. Tu vas te reconstruire. Seul, sans mon aide. Tu vas trouver du travail. Tu vas recommencer. Et peut-être, un jour, tu comprendras vraiment ce que tu as perdu. Je le comprends déjà. Non, pas encore. Mais tu comprendras. Il est parti ce soir-là. Je l'ai regardé descendre les escaliers. Un homme brisé. Un homme qui apprenait enfin. La justice ne vient pas de nous. Elle vient de la vie elle-même. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025. Un an presque jour pour jour après le début de cette histoire. Je suis assise dans ma cuisine. La même petite cuisine jaune pâle avec ses carreaux portugais. Mais je ne suis plus la même femme. Il y a un an, j'attendais. J'espérais. Je me faisais petite pour garder l'amour de mon fils. Aujourd'hui, je vis, pleinement, dignement. Elfège m'appelle maintenant. 2 fois par semaine. Il a trouvé un emploi en mars. Moins bien payé, moins prestigieux, mais honnête. Il travaille dans une petite agence de conseil. Il reconstruit sa vie, pierre par pierre. Il vient déjeuner chez moi un dimanche par mois. Il arrive avec des fleurs. Il me demande comment je vais. Vraiment. Il écoute mes réponses. Il reste 2 heures, parfois 3. Il ne parle plus de Joannelle. Il ne parle plus d'argent. Il parle de ce qu'il apprend, de ce qu'il comprend, de l'homme qu'il veut devenir. L'autre jour, il m'a dit « Maman, j'ai croisé Joannelle. Elle est fiancée avec cet entrepreneur. Ils vont s'installer à Monaco. Et toi, comment tu te sens ?» Il a souri. Un sourire triste mais vrai, soulagé. Je vois maintenant qui elle était vraiment, ce que j'étais en train de devenir avec elle. Et qui tu étais ? Quelqu'un que papa n'aurait pas reconnu, quelqu'un que je ne reconnais pas moi-même. Nous avons bu notre café en silence. Un silence apaisé, pas encore un pardon complet, mais un début. Téline passe tous les samedis. Sa librairie marche bien. Elle organise des rencontres d'auteurs, des lectures pour enfants, des clubs de lecture pour seniors. L'endroit est devenu un lieu de vie, un lieu d'échange. Elle a rencontré quelqu'un, un professeur de littérature. Un homme doux qui aime les livres autant qu'elle. Elle rayonne. « Tu es heureuse ?» lui ai-je demandé samedi dernier. « Oui, pour la première fois depuis longtemps. Vraiment heureuse. Tu le mérites. Toi aussi, Hermine. Tu mérites d'être heureuse. Je le suis, à ma façon. » Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Maître Fontaine. Il me proposait de revoir mon testament, de rééquilibrer. Maintenant qu'Elfège avait changé, j'ai réfléchi longtemps, puis j'ai décidé de ne rien changer. Pas pour punir, pas pour me venger, mais parce que Téline mérite ce que je lui ai donné, et parce qu'Elfège doit apprendre que certaines choses, une fois perdues, ne reviennent pas comme avant. L'héritage n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de valeur, de choix, de conséquences. Hier soir, je regardais les photos dans mon salon, toutes ces images d'une vie. Philippe souriant, Elfège enfant, notre maison de Fontainebleau avec ses rosiers. J'ai compris quelque chose. Les rosiers, il faut les tailler, couper les branches mortes, les tiges malades, même quand ça fait mal, parce que c'est comme ça qu'ils refleurissent. J'ai taillé, j'ai coupé, j'ai perdu, mais je refleuris. Ma vie n'est plus une attente, c'est un choix. Chaque jour, je choisis la dignité, la liberté, l'amour vrai. Si mon histoire vous a touché, je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable. Vous n'êtes pas obligé de vous faire petite pour garder l'amour de quelqu'un. L'amour vrai ne demande pas ça. Les gens qui vous aiment vraiment sont ceux qui restent, même quand vous n'avez plus rien à donner, même quand vous posez des limites, même quand vous dites non. Elfège apprend encore. Il a un long chemin devant lui. Peut-être qu'un jour, il comprendra vraiment. Peut-être qu'un jour, il deviendra l'homme que son père aurait été fier de connaître. Mais ce jour-là ne dépend pas de moi. Il dépend de lui. Moi, j'ai fait mon chemin. J'ai appris à m'aimer, à me respecter, à vivre pour moi. Pas en égoïste, mais en femme libre. J'ai 60 ans. J'ai peut-être 20 ans devant moi. Peut-être 30. Je ne sais pas. Mais ces années-là, je les vivrai pleinement. Avec ceux qui m'aiment vraiment. Avec Téline. Avec mes amis. Avec Elfège, s'il continue sur ce chemin. Et avec moi-même. Enfin, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Joannelle l'apprendra peut-être un jour. Quand son nouvel homme se lassera, quand elle se retrouvera seule, quand elle comprendra qu'on ne construit rien de solide sur le calcul et l'égoïsme. Mais ce n'est plus mon histoire, c'est la sienne. Moi, j'ai écrit la mienne. Une histoire de douleur transformée en sagesse, de trahison transformée en liberté, de perte transformée en renaissance. Et si cette histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser ses limites, à choisir sa dignité, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous
et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.